Classiquement, quand ça se passe dans un accident de voiture, etc., ils viennent avec du sérum physiologique. Là, il s'agit de remonter le volume. Numéro 1, le volume, après on discute. Mais si on a du plasma de Quinton, évidemment, non seulement il y a le volume, mais il y a encore tous les nutriments. Bonjour Nicolas Stelling. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous, en Suisse, à Estavayer-le-Lac. Donc nous sommes là pour parler d'un sujet bien précis qui est le sujet de l'eau de Quinton et l'histoire de René Quinton. Moi j'ai une première question qui me vient. Comment vous l'avez rencontré pour la première fois, ce personnage? Alors, ma rencontre avec Quinton, en fait, c'est grâce au seigneur qui s'appelle Juan José Ildefonso Pablo Gómez de Rueda y Abril, Cisneros a la Torre. Donc, c'est un de mes premiers patients en 1976, qui est donc un aristocrate mexicain qui avait fui la révolution mexicaine de 1914 et qui était venu à Genève. C'est un homme extraordinaire qui était imprégné de culture philosophique universelle, on va dire, y compris gréco-latine, parce qu'il avait fait la maturité gréco-latine au célèbre collège de Calvin à Genève. Et il m'avait dit dès le début, donc c'était un grand connaisseur déjà de Platon, de Platon d'accord, mais de Quinton aussi, que les traitements marins avaient déjà été utilisés dans l'Antiquité. Et puis il a sorti la phrase de Platon, « La mer lave tous les maux de l'homme ». Mais c'est incertain, on n'arrive pas à trouver exactement s'il l'a dit ou pas. Voilà, avait-il dit. D'accord, donc toute l'histoire avec notamment aussi Hippocrate aussi peut-être, Alors Euripide, toutes ces personnes-là. Tout à fait. Alors là, il m'avait aussi parlé d'Euripide. Je me souviens plus de la tragédie dans laquelle c'était marqué, mais la mer guérit les maladies des hommes. C'est une tragédie. Et puis Hippocrate surtout, qu'on oublie de temps à autre, il proposait des bains de mer chauds. Et c'est ce que j'ai entendu dans la vidéo de la Thalasso. Exactement, oui. Thalassotechnique, on en a parlé effectivement avec les différents spécialistes. Vidéo à regarder si vous ne l'avez pas encore vue d'ailleurs. Alors ensuite, le seigneur de Rueda était correspondant du célèbre CIRB, c'est le Centre international de recherche biologique. C'était à la fois à Genève et Paris. Et c'est une sorte d'Athanor de la recherche scientifique, mais dans les plans subtils. Bon. Et alors, comme correspondant, donc lui il était correspondant du Mexique au CIRB, et puis il y avait Jacques Ménétrier, qui est, comme Kervran dont on parlera tout à l'heure, c'est deux contemporains de Rueda, donc ils sont tous de la même époque. Médecin, donc en médecine fonctionnelle, donc ça veut dire qu'il a un concept de diathèse, donc la classification en fait des grands types de modes réactionnels et surtout de notre capacité d'adaptation. En fait, c'est le père de l'oligothérapie. D'accord. Et il fut le premier à mettre en évidence l'importance de certaines associations de ions. Concept qui va d'ailleurs dans la direction du plasma de Quinton, qui porte en fait la quintessence des associations possibles de toute la table de Mendeleïev. L'autre correspondant, qui connaissait bien donc de Rueda, c'est Corentin Louis Kervran. Donc c'est un ingénieur qui est le père de ce qu'on appelle la théorie des transmutations à faible énergie, qui se passe dans notre corps, à partir donc des éléments de la même table de Mendeleïev. Alors il a reçu à titre posthume, 10 ans après son décès, le prix Ig Nobel, c'est-à-dire les mauvaises langues disent ignoble, ignobel, décerné chaque année à 10 recherches scientifiques qui paraissent complètement loufoques et anodines, mais au premier regard, donc, mais évidemment qui amènent ensuite à réfléchir correctement. Donc sur la diapo, vous avez un schéma.
d'un exemple qui se passe certainement aussi au niveau du plasma de Quinton. Alors, en cas de déficit d'un élément, si nécessaire, on pourra faire un apport ciblé qui va être entraîné, qui sera entraîné dans ce mouvement de transmutation. Alors, si vous voulez, c'est tout ça que j'ai rencontré avec ce monsieur de Rueda, donc Quinton et toute cette, pas les à côté, mais les compléments. Donc c'est pas venu cibler Quinton, c'est un tout. Et puis j'aimerais à ce propos lire un peu ce qu'a dit Quinton, parce que tant qu'à faire, il est le premier intéressé. Absolument. C'est à propos donc, des profils chimiques de l'eau de mer ramenés à l'isotonicité du plasma sanguin. Alors il nous dit, je me permets de lire, allez-y. Le fait que la plupart de ces corps ne s'y trouvent qu'à l'état impondérable ou à peine pondérable n'importe aucunement au point de vue qui nous occupe. Les zéros et les virgules qui chiffrent nos dosages ne chiffrent aucunement au point de vue physiologique l'importance des éléments les uns par rapport aux autres. Alors il y a toute une microchimie physiologique, dit-il toujours, à peine commencée, qui montre, à n'en pas douter, le rôle capital que jouent certains corps dans la vie à des doses extraordinairement réduites et à ces doses seules. Parole de Quinton. Alors évidemment, il m'évoque dès le début donc un être totalement universel, avec aussi une approche de la santé globale, basée sur l'origine marine de notre milieu intérieur, avec des possibilités immenses dans la thérapeutique. Donc un grand tout, scientifique, rigoureux et divinement humaniste. Oui, parce que par rapport au texte que vous lisez là à l'instant, comme vous dites, en fait l'eau de Quinton, ça n'a pas ciblé forcément une pathologie. On ne s'occupe pas de la pathologie, on s'occupe plutôt du terrain, si je comprends bien. Alors on s'occupe d'abord du terrain, la pathologie dépendant de la perturbation de ce dit terrain. Donc finalement, peu importe si c'est en, admettons, dermatologie, rhumatologie, cancérologie, on s'en fiche un petit peu de la filière thérapeutique, on s'occupe plutôt vraiment du terrain et c'est comme ça qu'on va pouvoir réduire la maladie ou du moins diminuer les symptômes, aider le corps à se régénérer. Oui, c'est-à-dire que le patient vient avec sa pathologie particulière dans un des systèmes, mais on sait, grâce à Quinton, entre autres, que en fait, ça vient du fond, du milieu intérieur. Donc on va essayer de traiter, de tonifier ce milieu intérieur, de le rénover, de lui rendre son origine, en fait, à vrai dire, qui fait que, par ricochet obligatoire, ça va améliorer, voire guérir la pathologie pour laquelle le patient est venu. Évidemment, pour les dents, ça ne va pas faire repousser une dent ou disparaître les caries, ça se saurait. Ça se saurait, effectivement. Alors, on pourra justement parler de vos travaux un petit peu tout à l'heure, puisque vous étiez médecin-dentiste. Oui. Moi, j'aimerais revenir encore un petit peu sur l'histoire, puisqu'à l'époque, il était comparé quand même à Louis Pasteur. Deux grands personnages, mais pas du tout dans la même direction. Alors, comme vous l'avez dit très très justement, d'ailleurs vous m'avez fait parvenir une image de l'Indépendant. Voilà, un article de l'époque. Alors on mettra en sous-titre exactement ce qui a été dit avec le numéro du journal, parce qu'on a la date exacte, qui dit « Les travaux de Pasteur nous apportent une conception de la maladie, ceux de René Quinton nous apportent une conception de la santé ». Voilà, alors donc ça résume déjà, c'est presque la moitié de la réponse à votre question. Mais bon, Pasteur, et puis bon, il est associé en fait au concept de la maladie, c'est-à-dire qu'en fait c'est la bactérie exogène qui va nous apporter la maladie. Tandis que Quinton, il s'occupe de la santé, donc avec essentiellement le Quinton, le truc c'est l'autre Quinton isotonique, hein, ça c'est clair, qui nous reconnecte avec notre milieu originel marin. Et ça permet de réparer les dégâts organiques, voire mieux de les prévenir. Alors on ne peut pas les comparer.
C'est difficile. C'est très difficile, mais on peut au moins les différencier. Alors, vous parliez justement à l'instant de l'eau de Quinton isotonique. Mais alors, concrètement, de l'eau de Quinton isotonique, c'est quoi? Alors, concrètement, c'est de l'eau de mer, puisée dans un endroit particulier, soit des vortex, qui ont été d'ailleurs décrits par Quinton, entre parenthèses, et que l'équipe de l'université de Nice, avec des appareils, en avion et tout ça, ils ont essayé de retrouver où il y avait ces vortex, et ça s'est trouvé être exactement la même liste que ce qu'avait fait Quinton. Voilà. Les fameux blooms de phytoplancton et de zooplancton. Alors, il y a le phytoplancton qui est plutôt en surface, et puis après, il descend. Et puis, au fur et à mesure de sa descente, il se fait manger par le zooplancton. Et c'est ça le truc, en fait, si on peut dire, parce que ça va descendre dans les profondeurs de l'eau, si vous voulez. Et puis, il y a eu des études au microscope électronique de ces zooplanctons tout en bas, là, on a été les chercher. Il y a des petites vésicules qui sortent de l'extérieur, qui ont été analysées. Et puis ça, c'est Anne-Sophie Cussat, qui avait été invitée d'ailleurs au colloque de 2004 à Paris, qui avait fait sa thèse sur la bioluminescence de ces produits. Voilà, après, ça remonte. Donc, c'est pour ça que le vortex, il va faire remonter tout ça, parce que ces déchets, si on peut, pour être poli, du zooplancton, ça va redonner un punch, si vous voulez, à la refabrication du phytoplancton. Donc, c'est tout un cycle. Oui, parce que du coup, pour bien comprendre, donc, le phytoplancton, c'est des microalgues. Oui. C'est bien ça. Le zooplancton, c'est finalement des tout petits animaux qu'on retrouve dans l'océan, qui vont manger le phytoplancton, voilà, et qui vont l'excréter. Oui. Et donc, le fait que le zooplancton excrète ces phytoplanctons, ça va rendre les différents déchets biodisponibles pour nous, organismes vivants. Oui, alors c'est tout à fait ça. Alors, actuellement, il y a des études sur les baleines et puis le caca des baleines. C'est extrêmement important aussi pour le renouvellement du plancton, parce que c'est ça qu'ils mangent. Oui, finalement, c'est une boucle sans fin. Voilà. C'est une boucle qui a été prévue sans fin, mais que l'être humain semblerait-il capable de casser. Et qu'en est-il du coup par rapport aux zooplanctons et aux phytoplanctons, par rapport aux bases qu'on connaît un petit peu sur l'hétérotrophie et l'autotrophie? Parce que finalement, est-ce que le zooplancton est considéré comme un autotrophe ou un hétérotrophe? Alors, il est auto dans le sens qu'il se nourrit tout seul, mais il est hétéro dans le sens qu'il va transmettre généreusement ses déchets à l'océan. C'est très difficile dans ces micro-organismes de commencer à classer. C'est comme avec les champignons, est-ce que c'est un animal, est-ce que c'est un végétal? Donc nous on rigole, mais pour un végétarien, ça commence à devenir intéressant. Oui, absolument, notamment pour la B12, oui. La vitamine B12. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des études qui ont été faites actuellement sur la B12 par rapport à l'eau de Quinton isotonique notamment, mais effectivement, ça pourrait être intéressant dans un cas de complément alimentaire des personnes qui seraient en carence de B12 de consommer de l'eau de Quinton isotonique pour justement rééquilibrer un petit peu ce qu'on appelle le totum iono-minéral de l'organisme. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est l'essence du plasma de Quinton de faire ça. Donc, quand on dit plasma de Quinton, c'est de l'isotonique. Donc, ouais, 0,9%. Voilà, donc dans de l'eau isotonique, du coup, on a de l'eau de mer, avec les fameux excréments finalement de zooplancton, parce que c'est ça concrètement. C'est totalement ça. Voilà, donc on va chercher les vortex, les blooms de zooplancton. Et donc, avec cette eau de mer, on a aussi de l'eau faiblement minéralisée. Ça pour le ramener à 0,9 g par litre. Oui, exactement. Oui. Voilà, comme du NaCl finalement. Oui, notre NaCl. Un autre NaCl. Nôtre du verbe, c'est le nôtre. C'est le nôtre. Voilà. Et puis, ce dont vous parlez, c'est ce qu'il y a dans la mer et partout. Mais nous, on réduit ça à deux atomes.
parce que le plasma sanguin est à 0,9 g par litre de sels minéraux. Des NaCl. Oui, de chlorure de Mais comme sodium. il domine, donc ça va pour faire les mesures. D'accord. C'est plus subtil que ça. Alors avant que vous posiez une autre question, parce que ça va m'escamoter la deuxième partie de ma réponse, puisqu'on ne s'occupe pas de Pasteur avec tout le respect qu'on peut avoir, mais il faudrait le comparer, si ça ne vous ennuie pas, à Antoine Béchamp, qui est un contemporain de Pasteur, hein, qu'on a tendance à mettre de côté, parce qu'il était extrêmement modeste comparé à l'autre. Donc il est connu surtout grâce à ses travaux expérimentaux et puis ses observations, et il a émis l'hypothèse que toute cellule animale ou végétale est constituée de petites particules et capable en fait, d'évoluer dans des conditions pathologiques pour former ce qu'il a appelé des microzymas. Et c'est des éléments autonomes qui peuvent aboutir dans certaines conditions à la formation de bactéries. C'est exactement, donc c'est un terme. Ça veut dire que ça s'inscrit dans une option de génération spontanée qui affirme que c'est l'organisme qui crée les bactéries. D'où des démêlés, évidemment, vous pouvez imaginer, avec Pasteur. Microzyma contre les microbes. Bon. Donc ça, c'était l'un des élèves de Louis Pasteur. Il n'avait pas besoin d'avoir Pasteur comme élève. Hein. Ça aurait été... Bon, personnellement, c'était ils auraient dû être des collègues. Mais Pasteur, il était assez young, comme on dit, c'est-à-dire qu'il prenait beaucoup de place. Et il a fait des choses intéressantes, c'est absolument clair, mais l'autre, c'est un hyper modeste. Donc ils ont fait les deux en même temps. Donc l'hyper modeste, on ne va pas lui demander son avis. Il ne le donnera pas. Donc il faut aller le chercher. Là, c'est bien en tout cas d'en parler. Hein. Merci. Oui, merci c'est, je pense, très très important parce que la suite, parce que je vous embête un peu avec ça, mais c'est très important pour la suite, il y a Günther Enderlein, qui est en fait, c'est la génération postérieure, qui est un zoologue et un entomologiste, donc qui s'occupe des insectes, allemand, qui s'est basé sur la théorie de Béchamp pour sa propre hypothèse de ce qu'on appelle le polymorphisme des bactéries. Selon la forme, ça va dans des directions différentes. Et surtout des plus petites particules qui peuvent les précéder, ce on peut appeler les protides, des symbiotes, ou bien surtout l'endobionte, qui est le terme qui est le plus utilisé, et que l'on peut voir au microscope à fond noir, selon certaines conditions de terrain. Et on verra ça avec l'étude sur les fonds noirs. Donc vous voyez, c'est cette option-là, donc c'est plutôt côté Béchamp qu'il faudrait aller chercher. Et puis vous verrez avec les images au microscope à fond noir, on comprend ce que ça veut dire que c'est des particules qui se baladent. Alors, haute quinton isotonique égale minéraux et oligo-éléments, qui sont forcément des choses essentielles, vitales pour notre organisme. Mais concrètement, quel est leur rôle à ces minéraux, à ces oligo-éléments ? Alors, le rôle, c'est en fait de participer à l'homéostasie générale par les interactions qu'ils ont entre eux. C'est pas un oligo, c'est surtout quand on a des manques qu'on voit à quoi il sert. Parce que quand il est là en équilibre, on ne s'en occupe pas. Alors que c'est cet équilibre qui fait que les autres vont s'intégrer dans cet équilibre. Donc c'est tout un processus de minéralisation. Donc il faut vraiment qu'il y ait un équilibre constant entre chaque minéraux et oligo-élément pour que le corps fonctionne correctement. Oui, parce qu'ils ont chacun leur façon de... Disons, ils ont des énergies, on peut appeler ça comme on veut, des émissions vibratoires, enfin peu importe. Ça se mesure, hein, parenthèse, hein, ce n'est pas des élucubrations d'un professeur tournesol du coin. Ça se mesure. Hein. Donc c'est clair qu'il y a des éléments électriques, magnétiques et tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est en équilibre. On ne sait pas trop comment ça fonctionne, en parenthèse, hein, que ça soit en équilibre. Hein. Mais c'est un fait. En hiver, notamment avec toutes les différentes maladies saisonnières, on entend souvent parler de différents compléments alimentaires où on va venir apporter par exemple du magnésium
du potassium et de façon isolée. Est-ce que le fait justement d'isoler un minéral comme ça, c'est pas, je ne veux pas dire dangereux, mais est-ce que ça n'aurait pas tendance à déséquilibrer ce fameux totem iono-minéral sur l'organisme? Oui, parce que c'est-à-dire que ce n'est pas dangereux, parce que ça se saurait aussi. Et puis surtout les doses utilisées, hein, qui ne sont pas des doses massives, on ne prend pas 1 kilo de magnésium par jour. Mais c'est quand le terrain est déséquilibré, comme l'a montré Ménétrier d'ailleurs, lui il a fait des associations où c'était pondéral, par exemple lui il utilisait beaucoup le manganèse, et puis simplement il l'associe avec du cobalt ou bien ce que vous voulez, et puis ça change, donc on le prescrit pour un terrain différent. C'est parce que ça fait déjà une association. Donc on voit que plus ça se dégrade, en fait, plus il y a des associations à donner. Donc quand on remonte, si vous voulez, le corps, les associations vont diminuer, on va se retrouver avec éventuellement 1 ou 2 de ces oligoéléments à prescrire. Mais avec l'idée que ça se mette dans le mouvement général de ces oligoéléments. Et puis pour ne pas faire pub, mais c'est le centre du débat, c'est-à-dire que quand c'est accompagné avec une cure d'eau de Quinton isotonique, dans le cas particulier, eh bien on va mettre tous ces éléments en mouvement dans le tout. Est-ce que finalement tous les minéraux sont interdépendants des uns des autres? Ah oui, totalement. Et donc dans l'eau de Quinton, dans l'eau de René Quinton, on retrouve, je crois, 78 minéraux et oligoéléments qui seraient biodisponibles, c'est bien ça? Oui, c'est-à-dire qu'on retrouve, c'est-à-dire ce qu'on est capable de mesurer. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les autres. Hein. Absolument, oui, parce que sur le tableau de Mendeleïev, il n'y en a pas que 78, il y en a encore tout un panel oui, qu'on n'est pas capable de mesurer. Quand Mendeleïev a fait son tableau, il a fait le tableau, et puis je ne sais plus du tout combien il y en avait, mais peut-être une vingtaine. Enfin bref, et puis il mettait ça dans un tableau qui était déjà le tout. D'accord. Et puis petit à petit, à force des découvertes, ça a été remis dans le tableau originel de Mendeleïev, entre parenthèses, qui était un sacré génie. Et quelle similitude y a-t-il entre l'eau de Quinton isotonique et le plasma sanguin? Alors je vais faire aussi très simple. L'isotonique, c'est donc une concentration minérale qui est équivalente à la concentration minérale du plasma sanguin. Mais dans le plasma sanguin, il y a en plus de ces minéraux des tas de protéines diverses. Donc on ne peut pas dire que c'est la même chose, mais c'est équivalent au point de vue de la minéralité. D'accord. Et puis il y a des petites différences dont elle parlera aussi. Voilà. Parce que par contre, dans le plasma marin, l'eau de Quinton isotonique, on n'a pas de globules rouges et de globules blancs. Ben non. On est bien d'accord. Tout à fait. Parce que ce n'est pas ça le problème. Mais c'est une question. C'est l'environnement, le milieu intérieur. C'est une question quand même intéressante, puisque si on reprend les études, les travaux qui ont été faits avec par exemple le chien sodium, où on a complètement vidé ce chien de son sang. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais on pourrait les remettre dans leur contexte s'il faut. Et donc une fois que le chien avait complètement été vidé de son sang, il l'avait transfusé avec de l'eau isotonique, alors ramené à l'isotonie du plasma sanguin du chien cette fois-ci, parce que forcément c'est pas la même isotonie pour un humain que pour un chien. Et donc malgré tout, le chien avait été en capacité de reconstruire finalement ses plaquettes, ses globules rouges et ses globules blancs, sans avoir pour autant une transfusion sanguine adaptée lors de la saignée, qui était une saignée de l'artère fémorale, je crois. Donc une saignée quand même très conséquente. Oui, alors, on n'enlève pas tout le sang. Il ne faut pas oublier qu'il y a la rate, etc., qui ont disons des réserves de sang un peu partout. On enlève le sang qu'on peut enlever. Donc le sang qui coule dans nos veines et nos artères. Le sang artères. qui coule, hein, voilà. D'accord. Donc il y a une mémoire quand même de ce qu'il y avait avant dans le corps. Hein.
Donc à ce moment-là, mais normalement on meurt, hein. Alors classiquement, quand ça se passe dans un accident de voiture, etc., ils viennent avec du sérum physiologique. Là, il s'agit de remonter le volume, hein. Numéro 1, le volume, après on discute. Mais si on a du plasma de Quinton, évidemment, non seulement il y a le volume, mais il y a encore tous les nutriments. Mais alors, soit que ça soit Quinton, soit de Rueda, qui a fait le même travail en 1974 à Tenerife. Donc ils ont refait cette expérience. Et puis il y a le docteur, je ne me souviens plus, les deux médecins qui sont cités dans la thèse de Beck, Clément Beck, en 2000, je crois. J'ai plus les noms, mais enfin, effectivement, bref, le docteur Oliquier en parle aussi. Voilà, il en parle. Et puis alors ça, c'est 80 ans, si vous voulez, pour de Rueda après Quinton. Et puis de Rueda, c'est, je veux dire, le bec, c'est encore plus. Hein. Enfin bref, donc ils ont fait la même chose. Moi, je n'ai pas pu voir le détail de ce que ces deux médecins ont fait, mais de Rueda a fait le protocole extrêmement strict avec des mesures avant, pendant, en suivant la formule sanguine. Et on s'aperçoit, aux grandes dames des officiels, parce que ça ne devrait pas être comme ça, puisqu'on a besoin de l'oxygène, des globules rouges pour survivre, et alors c'est les globules blancs qui viennent d'abord, c'est-à-dire la défense vis-à-vis de l'extérieur. Ça, c'est un truc de guerre partout. Hein. Quand on est attaqué, on fait sa défense vis-à-vis de l'extérieur. Le système immunitaire réagit en premier. Oui, c'est une sorte d'immunité. Oui, hein. complètement. On est dedans. C'est le système de défense qu'on appelle immunitaire parce qu'on le sait maintenant. Voilà. Et puis après, ça revient tranquillement avec les globules rouges. D'accord, donc ils arrivent dans un second temps, d'abord les globules blancs et ensuite les globules rouges. Quand c'est calmé, on a calmé le jeu, donc ils peuvent faire leur boulot. Et c'est exceptionnel parce que quand on l'avait mesuré, et puis le Rueda a fait exactement la même chose. Et dans des conditions d'asepsie tout à fait, on va dire, élémentaires. Alors, vous faites très bien la transition, puisqu'il y a des travaux qui avaient été faits notamment par les laboratoires Quinton à Alicante avec le professeur José Miguel Saint-Péret, qui ont pu démontrer avec l'Université de médecine, encore une fois d'Alicante, l'efficacité de l'eau isotonique de Quinton sur la durée de vie des globules rouges. Ils ont démontré que l'eau de Quinton isotonique était plus efficace que le RPMI. Alors, je redonne quelques chiffres. Temps de survie des globules rouges dans du sang humain dans les différents sérums utilisés, donc la solution saline, le NaCl, les globules rouges vivent jusqu'à 48 heures avant la mort du globule rouge. Le RPMI, on serait sur des chiffres jusqu'à 72 heures avant la mort des globules rouges. Et pour l'eau isotonique de Quinton, jusqu'à 150 heures avant la mort des globules rouges. Donc on est quand même sur le double, oui, le double par rapport au RPMI. C'est assez exceptionnel de lire ces chiffres, parce qu'aujourd'hui, le RPMI est quand même utilisé dans le monde entier pour la culture de cellules, et on se rend compte que finalement, avec de l'eau ramenée à l'isotonie, on sera en capacité de faire vivre ces globules rouges plus longtemps que dans du RPMI. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, ça m'impressionne autant que vous-même, si vous voulez, mais je pense que ce n'est pas pour me défiler, mais mon épouse qui était dans le sang pourra vous répondre beaucoup plus précisément. Mais ça ne m'étonne absolument pas, parce qu'on avait discuté avec le responsable comment vous appelez ça voilà, ça c'est... les laboratoires Quinton? Non. Quand on veut faire des cultures de cellules, on a des liquides particuliers. Oui, le RPMI. Par exemple. Voilà. Bon, qui est chargé avec 36 choses pour que... Il faut nourrir quand même ces pauvres globules. Hein. Bon. Eh bien, à l'Institut dentaire, non, c'est la clinique dentaire universitaire de Genève, ils avaient fait des études sur les matériaux dentaires
et ils utilisaient ce genre de produits pour les diluer, pour voir ce qui se passait au point de vue sanguin, etc., sur des plaques dites de Pétri, c'est-à-dire qu'ils mettent, on voit si ça se développe ou pas. Donc ça, c'était la même chose. On avait discuté à l'époque avec le responsable avec l'idée que d'utiliser, au lieu Du RPMI. du RPMI ou bien les autres, d'utiliser du sérum de Quinton isotonique. Parce que là, il n'y a plus de problème, parce qu'on lui donne quelque chose de naturel et puis on ne le bourre pas de trucs artificiels. Bon, mais il faut le croire, et puis pour le croire, il faut étudier la chose, et puis une fois qu'on a étudié Quinton, c'est plus de la croyance, hein, c'est de la réalité scientifique. Alors tout ça pour dire que ça n'avait pas pu se faire, parce que ce n'était pas reconnu officiellement comme liquide utilisable en médecine classique. C'est la seule raison. L'eau de Quinton isotonique n'a aucune autorisation de mise sur le marché depuis 1982, je crois. Et donc effectivement, ça bloque finalement un petit peu même les recherches scientifiques, parce qu'on ne peut pas avancer là-dessus sans AMM. Oui, mais il n'y a pas d'AMM. Mais on n'a pas besoin d'AMM pour une culture de cellules, sauf avis contraire. Je n'ai jamais vu ça dans un texte. Donc on pourrait quand même... Donc on pourrait. On pourrait le faire. D'autant plus que les examens qui ont été faits au point de vue laboratoire, faits par Francisco Coll, montrent, ça fait à Madrid, que c'est une eau, il n'avait pas demandé ça pour l'AMM, hein, il avait demandé ça pour le complément alimentaire, pour qu'il soit accepté. Eh bien, le taux même de particules qu'on a après la destruction des bactéries est largement inférieur à minimum requis pour que ça soit injectable. Seulement pour que ça soit accepté comme AMM, alors que pharmacologiquement c'est injectable, il faut faire l'AMM. Et l'AMM, c'est quelque chose où il faut dépenser, m'avait dit Jean-Michel Coy, plusieurs millions pour y arriver. Alors voilà. Et est-ce que ce ne serait pas possible, là on fait un peu des plans sur la comète, mais de faire passer ça plutôt dans une catégorie de dispositif médical, pour que justement ça coûte beaucoup moins cher aux différents laboratoires qui proposent ce genre de produits. Parce que c'est vraiment ça qui pose problème aujourd'hui, c'est aussi l'aspect financier. Alors bon, de toute façon ça coûtera quelque chose, pas se faire de soucis. Mais disons que rien que pour la Suisse, Madame Carole Aroutunian avait dû se bagarrer pour que ça soit autorisé à la vente en Suisse. Même en complément alimentaire? Même en complément alimentaire, parce qu'il y a des règles extrêmement strictes, donc il n'y avait pas de problème pour avoir la documentation pour ça, mais l'attitude de ceux qui donnent l'autorisation est que c'est pas reconnu. Et alors pourquoi interdire de l'eau? Parce que concrètement, c'est de l'eau. C'est de l'eau salée. Parce que c'est pas dans la loi. Disons qu'il y a des listes. Quand vous passez la douane, par exemple, vous avez un appareil spécial. Moi, ça va passer avec ça n'a aucun rapport, mais quand même. Vous avez la photographie Kirlian, l'électrophotonique. Donc je passe la douane. Et puis, la problématique, ce n'était pas une question de fric, de payer, etc. C'était une question, on n'a pas sur ça, sur nos listes, qu'a dit le responsable. Donc, on a passé 1 heure à prendre toutes les coches pour essayer de trouver quelque chose qui ressemble. C'était électricité médicale. Clac, c'est comme ça que ça a passé. Vous voyez le niveau. Si ça ne rentre pas dans une catégorie, ça passe pas. Ça passe pas. Voilà. Point. Donc, l'eau de Quinton isotonique est naturelle. C'est pas travaillé, c'est non transformé. Enfin, c'est dosé, il y a un dosage de fait. Mais du coup, ça ne rentre pas dans les catégories pour que ce soit reconnu comme médicament finalement. Qu'alors, ça l'a été. Oui, parce qu'à l'époque, c'était donc le Vidal, c'était des visas. Donc c'était un peu plus souple que les AMM. Oui. Donc c'est pour ça qu'après, il y a eu une espèce de zone grise, si vous voulez, où j'ai pu en profiter d'ailleurs, pour pouvoir faire l'injectable.
sans AMM, mais il y avait encore le visa. Parce que de 1907 à 1982, le produit était injectable en sous-cutané et en intramusculaire, je crois. Et donc c'est après 1982 que finalement les laboratoires Quinton ont perdu l'AMM en France, parce qu'à l'époque les laboratoires Quinton étaient bien en France. Oui. Alors il y a eu plusieurs choses qui se sont passées entre 82 et 1993, entre 1993 pardon. Et donc c'est après cette date-là que les laboratoires Quinton sont partis en Espagne avec le père de Francisco Cole Oui, Sanchez, c'est dont j'ai oublié Juan Miquel. Voilà, Jean-Michel Cole. Mais depuis, finalement, il n'y a jamais eu de possibilité de réobtenir cette AMM à cause des modifications européennes. Oui, parce que c'est devenu très strict, hyper strict, et puis que ça nécessite des investissements énormes. On ne se rend pas compte des millions qui vont passer là-dedans. Et alors après, bon, c'est difficile une fois qu'on a l'AMM de la conserver. Donc il faut avoir des bonnes assises pour pouvoir suivre le mouvement. C'est pour ça qu'actuellement, moi je suis assez, pas négatif, mais pessimiste, je dirais, pour espérer une AMM dans les années qui suivent. Mais il y a des gens qui travaillent extraordinairement bien, il y a des médecins, il y a des infirmières et tout, qui montrent par leur travail, et ce qu'on voit sur les patients, que ça vaudrait le coup. Oui, par exemple, avec l'hydrotomie marine, je pense tout de suite à ça pour les cas de hernie discale et de discopathie notamment, enfin tout ce qui touche à la rhumatologie en règle générale. On obtient quand même des résultats particulièrement intéressants. Quand on voit les différents travaux qui sont faits effectivement avec les médecins et les infirmiers en hydrotomie marine, qui doivent malheureusement presque se cacher pour continuer de le faire, pour prendre soin de leurs patients et améliorer la qualité de vie de ces patients, parce qu'on ne parle pas forcément de guérison, mais d'un mieux-être général finalement sur l'organisme, avec des hernies discales qui se résorbent. Alors, je ne sais pas si sur le papier aujourd'hui en médecine allopathique, on peut dire qu'une hernie discale peut se résorber, mais en tout cas c'est le cas avec des résultats d'IRM notamment, qui montrent qu'effectivement après une dizaine de séances d'hydrotomie marine, l'hernie discale s'est résorbée. C'est quand même très intéressant. Oui, en fait, elle s'est résorbée par la réhydratation des disques intervertébraux. Parce qu'un disque intervertébral, c'est 90% d'eau, je crois. Oui, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que quand il s'assèche, vous avez ça c'est les vertèbres, je trouvais quelque chose, vous imaginez quelque chose Le disque intervertébral voilà, le disque entre les deux. Quand il s'assèche, ça fait ça, puis ça pince les nerfs. Donc ça pose des tas de problèmes. Quand on réhydrate le disque, eh bien, ça revient à la place. Et c'est quand une question de réhydratation. Parce que là, on a la technique, on a les protocoles, on a des milliers de résultats cliniques, et derrière, on a le Conseil national de l'ordre des médecins qui dit non, il n'y a pas de preuve scientifique que ça marche, et la méthode n'est pas suffisamment éprouvée. Malgré qu'en plus, il n'y ait pas d'effets secondaires, parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, il y a quand même des centaines de milliers de médicaments qui ont des effets secondaires. Et donc là, ce n'est pas le cas pour l'eau de Quinton. On sait qu'il n'y a pas d'effet secondaire, et malgré tout, c'est interdit. Donc il y a vraiment un acharnement sur ce produit qu'alors, en fait, tout le monde serait gagnant. C'est ce que dit d'ailleurs le docteur Reliquet dans l'interview qu'on a pu faire avec ce très bon médecin. Que ce soit l'assurance maladie, les médecins ou les patients, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Donc c'est quand même extraordinaire qu'aujourd'hui on soit sur un produit qui soit complètement décrié par la science et reconnu comme produit sectaire et charlatanique, comme dans le rapport du SNOM de 2022 ou 2023. Il faudra qu'on mette le lien du dossier en question. Mais c'est quand même dingue d'en être là aujourd'hui en 2025. C'est totalement attristant. Mais alors que faire? Mais, personnellement, ça ne m'étonne pas, avec l'ambiance générale qu'il y a de ne faire que ce qu'on connaît.
et que le groupe de gens qui sont pour contrôler ce qu'on connaît, il en faut, parce qu'autrement on dérive complètement, ne s'occupent pas de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'on confond la non-connaissance de quelque chose avec quelque chose de diabolique, surtout si ça marche. Alors on ne s'en occupe pas de ce quinton parce qu'en fait on ne sait pas comment il marche. Donc il faut faire des petites études qui permettent visuellement de montrer qu'est-ce qui se passe par exemple dans le sang vivant. Quand on verra avec Marie-Josée les globules blancs qui se mettent à bouger, etc., si on a une moindre conscience de savoir que c'est en nous que ça se passe, ça devrait se diffuser. D'ailleurs, ça se diffuse de plus en plus parce qu'on est étonné. Avec mes patients, bon, c'était une clinique particulière puisque c'était dédié à la médecine autre, dans le cadre de la médecine dentaire classique. Ils ont eu beaucoup de connaissances, c'est-à-dire le public, c'est, je pense, ça qui fera avancer les choses. Oui, finalement, les patients, par leur nombre, pourront peut-être, Oui, par le nombre par de des patients témoignages. conscients Oui, de ce à quoi, grâce à quoi ils vont mieux, c'est ça qui importe, qu'ils soient conscients pour pouvoir le dire. Parce qu'il y en a qui disent, bon, c'est génial, je peux courir. Ça, c'est pas un argument. non, On est très heureux pour eux, mais il faut des preuves. mais il faut des preuves. Donc les Cliniques. preuves, ça se voit à la radio, comme avec Reliquet, etc. Il en a certainement fait. Donc lui, il a beaucoup travaillé. Et puis, il y a d'autres preuves. Et puis bon, dans le travail que je montrerai tout à l'heure, vous verrez qu'il y a des preuves extrêmement simples à trouver dans un cabinet dentaire sans aucune subvention. Alors, comme on est dans les différenciations entre le quinton et puis le plasma sanguin, etc., j'aimerais parler de quelque chose dont on ne parle pas trop. C'est la différence entre le sérum physiologique et le quinton isotonique. Parce que très souvent, on nous dit, mais on a le sérum physiologique. On n'a pas besoin de votre quinton. Absolument. Donc, c'est ça que je vous propose de faire. Ah bah oui, parce qu'effectivement, c'est très intéressant. Ouais. Le NaCl aujourd'hui est utilisé dans tous les CHU, notamment de France, puisque nous on vient de France. Alors je ne sais pas comment ça se passe en Oui, Suisse. c'est le truc universel quand Voilà. on doit faire de ce genre de travail. Qu'alors finalement, l'eau de quinton isotonique ramenée à 0,9 g par litre, on est exactement sur du NaCl finalement. Oui, sauf que le NaCl, c'est reconnu officiellement parce que c'est stérilisé. Donc c'est stérilisé par des moyens physiques, ce qui n'est pas le cas de la filtration stérilisante, qui elle n'est pas reconnue officiellement. La stérilisation à 0,22 microns. Il faudrait 0,1 micron. Mais personne n'a fait les études pour voir qu'est-ce qui passe quand on fait donc il y a des filtres à 0,1 micron, mais c'est pas courant. Donc ça, c'est des filtres qui sont habituels, qu'on utilise et qui sont reconnus comme filtration stérilisante. Parce que le terme stérilisation n'est pas autorisé pour le quinton. Et stérilisation à froid. Oui. Parce que souvent, quand on entend le mot stérilisé, on pense tout de suite, ben oui, mais du coup, si c'est stérilisé, il ne reste plus rien. Et là, ce n'est pas le cas. Oui, non, mais bon, si vous passez des rayons X, etc., c'est pas chaud. Je veux dire qu'il y a d'autres façons. Les ultraviolets, on ne grille pas les. Bon, si on vous passe aux ultraviolets pendant 2 heures de suite, vous ne sortez pas indemne. Mais enfin, ces stérilisations-là sont autorisées. Donc, tous les produits qui sont stérilisés comme ça sont considérés comme stériles. Tandis que la filtration à froid, filtration stérilisante à froid, on y arrivera, hein. Il faut tous les termes, vous avez raison d'insister là-dessus, c'est un constat. On ne peut pas dire que ce n'est pas stérilisé puisqu'il n'y a plus aucune bactérie. Et alors à 0,1 micron, c'était quelqu'un qui avait dit, je n'ai pas du tout la référence, un truc qu'il faudrait faire, mais il faudrait les trouver déjà. C'était parce que les microparticules qui restent après la stérilisation à froid, donc par filtre, 0,22 microns, on imagine qu'il peut y avoir des particules.
même si on ne les voit pas. comme des nanoparticules de plastique, Oui, par vous exemple? avez les endobiontes et puis tous ces trucs dont on a parlé Oui. qui sont extrêmement petits, donc qui passeraient. Tandis qu'à 0,1 micron, Alors il n'y a rien qui il passe n'y aurait là. plus que la molécule d'eau, finalement. Oui, enfin, la molécule d'eau, ouais, tout ce qui contient dans l'eau. Mais là, du coup, il n'y a plus d'intérêt thérapeutique. Alors ça, c'est le grand point. Quel est le problème? Quel est le problème? Ouais. Alors C'est là, qu'il faut accepter qu'il se passe quelque chose quand on enlève disons les particules, les cochonneries, on va dire, qui se trouvent dans la mer, jusqu'à des doses infinitésimales, qui donnent quelque chose, la mer reste vivante. oui, là, pour le coup, il y a eu des tests qui ont été faits, avec notamment des... Alors je pense que du moment qu'on en parle, il y a dû y avoir des tests, mais je ne sais pas. Ça, je n'ai pas pu savoir. Parce que là, actuellement, il n'y a pas de microfiltration sur du... Non, c'est pas la bonne question. L'eau NaCl, comment elle est fabriquée aujourd'hui? Ah ça, j'en sais rien. Parce que là aussi, il y aurait une question à se poser par rapport aux réglementations. Alors forcément, c'est autorisé, donc c'est que tout roule. Mais quelle différence y aurait-il aujourd'hui entre la fabrication du NaCl et celle de l'eau isotonique de Quinton? Mais le NaCl, comme son nom l'indique, c'est du NaCl, mais il rajoute différentes choses pour stabiliser. Donc, si vous avez de l'eau de Quinton, il n'y a pas ces différentes choses en question. Est-ce qu'on n'a pas plus dans l'eau de Quinton? Notamment des minéraux, des oligo-éléments, parce que là encore une fois... Dans l'eau de Quinton, je crois que c'est le magnésium où il y en a plus, si je me souviens bien. Mais c'est peu de choses. Là, il faudrait faire... Disons, le problème, c'est qu'on n'a pas les possibilités de pouvoir faire des études de ce genre-là. C'est quand un institut universitaire qui pourrait prendre ça à bras-le-corps. Oui. Et c'est ça qu'il faudrait faire, une espèce de vague, de tsunami, pour qu'il y ait des gens qui se disent, bon, ben, on va le faire. Avec l'acceptation, je me coupe un peu, mais du résultat. Donc concrètement, aujourd'hui, c'est quoi la différence entre le NaCl et l'eau isotonique de Quinton? Le NaCl classique, c'est quelque chose qui est propre, qui est tout ce que vous voulez, mais qui n'est pas vivant. Mais ça marche quand même pour réhydrater. Pour réhydrater, parce que c'est une question d'équilibre osmotique. Ça, c'est sûr, mais ça va à la longue. C'est clair que ce n'est pas une mauvaise chose, mais ça hydrate d'une manière un petit peu faible. Donc quand on n'a plus de sang et qu'on rajoute ce volume, ça permet de vivre. Hein. Donc on ne va pas discuter sur ce côté-là. Mais ça ne va pas faire tout le travail qu'on a vu étudié par les gens du CIRB, de ce mouvement qu'il y a des oligo-éléments dans tout le corps. Et ça, c'est enclenché par quelque chose de vivant. La thérapie marine et l'eau de René Quinton sont des techniques de nutrition du corps qui visent à rétablir l'équilibre et la vitalité de l'organisme. De nombreux témoignages attestent des bienfaits de cette thérapie sur diverses pathologies et troubles de la santé. Mais au-delà de ces effets thérapeutiques, la thérapie marine et l'eau de Quinton nous rappellent que nous sommes, comme le disait ce dernier, un aquarium marin vivant. Elle nous ouvre ainsi des perspectives d'avenir pour une médecine plus naturelle, plus respectueuse et plus holistique, qui prend en compte l'individu dans sa globalité et dans son environnement. Elle nous encourage également à préserver la qualité de l'eau de mer, qui est un bien commun et précieux pour l'humanité et pour la planète. Si vous voulez suivre nos créations, l'avancement de notre campagne de crowdfunding et nous rejoindre dans cette grande aventure, vous pouvez nous soutenir et nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt!